Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. À Contact aujourd'hui, là, sujet explosif de notre époque. Délicat, très certainement, on marche toujours sur des œufs et je peux le comprendre parce qu'il y a beaucoup de sensibilités qui sont en jeu. On parle d'enjeux liés à la communauté trans et aussi à la transition voulue par certains jeunes et ce que l'on doit faire pour ces jeunes, comment intervenir. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ce qui est arrivé à Jocelyne Robert au cours des derniers mois. Elle s'était prononcée au début juillet sur ses réseaux sociaux pour annoncer qu'elle se retirait de l'ordre des sexologues dont elle a été un des piliers. Jocelyne Robert, c'est certainement une des voix les plus connues au Québec et même ici en Europe d'où je te parle en matière de sexologie. Elle a 77 ans, a travaillé depuis très longtemps sur ces enjeux. D'ailleurs, avec mon homonyme, Jules Bureau, on parlait de transsexualité il y a très longtemps. Ce n'est plus le mot employé aujourd'hui. Donc, Jocelyne Robert, qui, pour la première fois, hier, à mon émission Une époque formidable et au podcast, acceptait de commenter ce qui lui est arrivé. Parce que dans le fond, il y a deux enjeux. Il y a ce qu'elle a dit et les questions qu'elle pose, et tout ça se débat évidemment. Puis il y a la manière avec laquelle elle estime avoir été traitée par le syndic de son ordre. Alors, on n'a pas accès à toute l'information et nous n'avons accès pour l'instant qu'à la parole de Jocelyne Robert, qui fait très attention parce qu'il y a un règlement qui la lie, mais elle a choisi finalement de démissionner en juillet de l'ordre plutôt que de faire des formations pour la sensibiliser et estime-t-elle surtout la faire taire. Tu disais, c'est parce que la ligne est mince en ces matières entre un autre professionnel qui doit défendre, des conditions de pratique ou un encadrement de la pratique basé sur la science et ce qui devient de l'opinion, là. Tout à fait, c'est vrai. Et c'est le syndic qui a instruit l'affaire au nom justement du public, parce que il est là pour ça, faire en sorte que le public ne soit pas mis en danger. Et au terme de l'exercice, et je ne commenterai pas l'exercice puisque ça les lie dans la confidentialité, mais la conclusion générale, c'est qu'elle avait dit des choses qui n'étaient pas fondées, qu'elle avait dit des choses qui n'étaient pas scientifiques et qu'elle avait nommé des choses qui ne devaient pas être nommées. Par exemple, qu'un médecin à la naissance d'un enfant peut constater le sexe de l'enfant et que le sexe n'est pas une affaire assignée. Donc, je te disais, ces deux enjeux. Il y a ce qu'elle a traversé et elle qui estime donc qu'on a essayé de la bâillonner et dans le fond, de lui faire dire qu'il y avait une science qui, sur ces enjeux, avait tiré des conclusions définitives. Par exemple, est-ce que l'on doit, sans question, accompagner les enfants jeunes, 12-13 ans, qui sont dysphoriques, les accompagner dans un processus de transition. C'est des vraies questions avec des vrais enjeux. Est-ce qu'on donne des bloqueurs d'hormones? Est-ce qu'à terme, je dirais pas on encourage, on fait en sorte que toutes les étapes, jusqu'à éventuellement la chirurgie, soient traverser les unes derrière les autres sans que de questions soient posées. Alors, on dira que c'est pas exactement comme ça parce qu'il y a des questions qui sont posées, mais on sait que dans le monde, là où on était certainement le plus en pointe, en Suède, en Angleterre, les autorités ont déchanté. On dit un instant, il faut peut-être ralentir le pas. Il y a un rapport en Angleterre, le rapport CAS, qui a contredit beaucoup de ce qu'on pensait qui était le meilleur chemin. Donc, pour toutes ces raisons, tu le dis, et je choisis mes mots, miné, parce qu'il y a des sensibilités que je comprends parfaitement. C'est ceux qui disent à chaque fois qu'on conteste notre besoin de transition, c'est comme une agression. Mais en même temps, est-ce que l'on peut discuter de ces choses-là? D'autant que dans le cas de Jocelyne Robert, qui est aujourd'hui un peu étiquetée transphobe, c'est quelqu'un qui a accompagné des gens qui ont voulu faire cette transition. C'est absolument pas quelqu'un qui avait une opinion en amont. Mais l'autre problème, Stéphane, qui par exemple au Royaume-Uni, pour avoir suivi ça un petit peu, qui a soulevé des questions, c'est qu'il y a des personnes, c'est pas des gens qui expriment leur opinion, là, tu sais, qui ont jamais été concernés par ça, puis qui chialent, là, tu sais, de leur balcon, là. C'est des gens qui l'ont vécu et qui regrettent, qui ont vécu, exemple, des chirurgies. C'est ça, qui ont vécu des chirurgies étant adolescents, ont vécu une chirurgie. Puis là, étant adultes, ils disent, c'est un mauvais choix. Tu sais, j'aurais pas dû le faire, j'ai été trop vite, et qu'ils regrettent, ou qu'ils veulent même revenir en arrière dans certains cas.
c'est pour ça que Jocelyne Robert dit, c'est sa formule, peut-être pour certains trop lapidaire, ouvrons les têtes avant d'ouvrir les corps, parce que c'est des gestes extraordinairement conséquents. Et poser la question ne veut évidemment pas dire que certaines personnes ne trouveront pas la voie d'une meilleure vie en allant jusqu'au bout du processus. Mais ce que disent les jeunes adultes aujourd'hui qui peut-être ont fait les choses trop rapidement, c'est justement que ils étaient sur une glissoire où il n'y a pas eu beaucoup d'étapes où on les a arrêtés. Je propose, si tu veux, d'écouter un petit extrait. Les personnes, il faut les appeler par leur nom, les transactivistes, qui prennent beaucoup la parole, qui sont des activistes au fond, ont beaucoup mené la discussion dans le sens de on va nuire aux enfants, ils vont se suicider, ou presque, là, hein. C'est un enfant qui est mal dans son corps, il pense au suicide, il faut faire quelque chose rapidement. Et moi, je dis, il faut, surtout dans un contexte aussi sensible, dans un problème qui travaille le petit être en développement là d'une façon aussi profonde, il faut d'abord ouvrir les têtes avant d'ouvrir les corps. J'implore les gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont fidèles à votre podcast, prononcez-vous, cessez d'avoir peur. Il ne s'agit pas de se bagarrer, de se batailler. On peut se parler pacifiquement, mais n'ayons plus peur. Je sais que des jeunes sexologues, des jeunes psychologues, des jeunes travailleurs sociaux, des jeunes enseignants vont me dire, parce qu'ils me le disent, elles me le disent déjà, je peux pas. Puis il y en a certains que j'ai vus qui étaient absolument dans ma parenté de pensée il y a 3-4 ans, qui ne le sont plus parce que la mouvance est trop forte. Puis on se dit... Ouais. Mais... oui, la crainte de s'exposer, la crainte du faux pas, de dire ce qui sera jugé, considéré, peut-être des fois à juste titre, comme insensible. Mais au-delà de tout, compte tenu des enjeux, est-ce qu'il est possible, posément, de discuter de ça sans être pour autant amené à se faire traiter, dans son cas, de transphobe. Ce qu'elle réfute, évidemment, et je le comprends, c'est une étiquette lourde à porter, comme on a déjà dit de certaines personnes qu'elles étaient intolérantes ou racistes quand on a des questions qui se posent, par exemple, sur l'immigration. Et c'est un peu la même mécanique, assassine. Et donc, conversation difficile, utile, je pense. Et je souhaite surtout que ça permette qu'on soit capable de le faire, ce débat, sans que ça mène justement à des assassinats de personnalités, ce qu'on appelle en anglais un character assassination. C'est une traduction bâtarde, mais c'est vrai que c'est très difficile. Donc, elle est au retour de contact avec moi. C'est un premier épisode, je précise pour ceux qui sont des réguliers. Il y en aura peut-être pas la semaine prochaine. On est parti un peu plus tôt parce que je voulais synchroniser avec une époque formidable. Elle était aussi hier à l'émission. Et puis, tranquillement, on reprendra notre rythme. Mais chose certaine, ça va nourrir les discussions, j'en suis convaincu. Volodymyr Zelensky est à Paris. À Paris, il était avec le président Macron hier soir pour mettre la table, très littéralement, puisqu'une trentaine de chefs de gouvernement, chefs d'État, virtuellement et en présentiel à l'Élysée, et représentant ce qu'on appelle la coalition des volontaires, des voulants, ceux qui sont aux côtés de l'Ukraine, sont d'une certaine manière réunis pour, pardonne l'expression, caler le bluff de Donald Trump. Donald Trump, comme un bon joueur de poker, avait dans son jeu des cartes qu'il n'abattait pas. Par exemple, ce qu'il disait savoir de la volonté de Poutine d'en arriver à une paix négociée. Plus encore, son négociateur principal, Witkoff, avait dit les Russes sont prêts sur les fameuses garanties de sécurité. C'est-à-dire comment faire en sorte que l'Ukraine, une fois le conflit stoppé, va pouvoir dormir la nuit, sachant que si les Russes voulaient rempiler, il y aurait des gens pour les attendre. Et les conditions de sécurité, ça peut être des garanties américaines, que les Américains sont très réfractaires à donner, mais ça peut être aussi une présence de soldats européens d'une coalition en sol ukrainien. Pas nécessairement sous commandement de l'OTAN, parce qu'on sait que ça, c'est absolument irrecevable de la part des Russes, mais on sait aussi, depuis l'Alaska, le sommet, que la présence de soldats européens en territoire ukrainien est irrecevable. Les Russes ont très clairement dit, et ont dans le fond contredit d'une certaine manière Steve Witkoff et Donald Trump en disant
ça ne va pas pacifier le conflit, ça va pas nous permettre d'en arriver à une solution négociée. C'est contraire à ce qui a été dit. Et là, ce que font les Européens, ils disent on est venu te voir, Donald, on était 6 à la Maison-Blanche il y a un peu plus de 2 semaines. Tu nous as dit que ça allait arriver et que les conditions de sécurité, il fallait les mettre en place. Ben, nous les mettons en place. Macron, hier soir, qui disait il y aura des soldats français, des bottes au sol, s'il le faut, une fois qu'il y aura un cessez-le-feu, bien entendu, et une entente de paix derrière, ou inversement, parce que ce que disait M. Trump, c'est qu'on pourrait arriver à une entente de paix avant le cessez-le-feu. Alors, si on peut arriver à une entente de paix qui engendre un cessez-le-feu, nous serons sur place, nous, les Français, et probablement par extension d'autres Européens. Évidemment, les Européens ne peuvent pas seuls assumer ce fardeau. Ça impliquerait que les Américains ajoutent leur poids, mais surtout ce qu'ils font, ils disent « monte tes cartes ». Parce qu'à ce jour, on n'a pas vu les Russes faire le moindre compromis. Ben, c'est surtout ça. Eux semblent ne pas bluffer. Ouais. Si tu regardais Poutine, avec Xi Jinping ces derniers jours, il n'a pas l'air du gars terrorisé par Trump là, qui est à quelques jours d'un cessez-le-feu en Ukraine. Il avait l'air d'un gars au-dessus de ses affaires. Comme on dit ici à Paris, pas pantou. Pas pantou. Ouais, effectivement. Il est évidemment imperturbable. La signature d'une entente sur la livraison de gaz à terme en Chine, évidemment, ne pas lui donner des ailes à court terme, mais lui permet d'espérer de vendre aux Chinois ce qu'il vendait anciennement aux Européens. Militairement, il a des partenaires, l'Iran, la Chine. La Chine ne livre pas d'armement, mais livre des composantes qui peuvent permettre à l'industrie russe de l'armement de ne pas être asphyxié par les embargos de l'Occident, des pays de l'OTAN pour l'essentiel. Donc, est-ce que derrière son visage placide, il est nerveux, M. Poutine? J'en doute. On dirait que non, sur le terrain, il continue à avancer. Et ce que font les Européens, puis je pense que de leur part et du point de vue de leurs meilleurs intérêts, c'est avisé, c'est de dire à Trump, écoute mon grand, on attend ce que tu nous avais annoncé. Et d'ailleurs, je dirais discrètement, mais quand même cette semaine, à nouveau, comme il l'a fait plusieurs fois, Trump a dit qu'il commençait vraiment à être agacé. La question avec les Russes. La question, c'est quand est-ce que de l'agacement, il passera quelque chose de plus conséquent. À l'action. Est-ce que ça va se faire maintenant? Ça se pourrait. Merci Stéphane. À demain.